On est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 7 juin 2021. Au programme, un sommaire pas trop lourd, contrairement à souvent le lundi. On va commencer avec classique les prix. D'abord des cartes graphiques, on va pleurer un petit peu. Ensuite les processeurs, et là on pleure un peu moins. Et on finira comme d'hab, les prix de la RAM et les prix des SSD. Là je vous laisse un peu de surprise. On continuera avec une souris vraiment haut de gamme, mais avec un prix correct. On va parler ici de souris compétitives pour du gaming, visiblement pensée pour le fast FPS, en collaboration avec des joueurs professionnels sur des jeux très exigeants. Et honnêtement, c'est la même marque que ma propre souris, dont je suis très satisfait, donc je pense que c'est du très bon matériel. On parlera ensuite d'une solution de refroidissement passive de la part de Noctua. C'est les premières infos qui tombent, mais le produit n'est pas totalement officialisé et encore moins disponible. Mais pour le coup, ça promet pas mal de performances pour les gens qui veulent une config silencieuse. On aura une bonne partie sur l'affaire Alienware, avec des histoires de bridage sur des cartes graphiques mobiles. On se pose encore des questions, il y a eu de la communication, on va expliquer un peu tout ça, c'est assez étrange comme histoire, et on va essayer de détailler et de comprendre un peu cette histoire, même si on n'a toujours pas une vraie vérité. On finira avec des annonces AMD, enfin des rumeurs, du teasing, appelez ça comme vous voulez, sur les futures générations, qu'on attend très bientôt avec probablement du côté d'AMD la nouvelle génération processeur et la nouvelle génération carte graphique qui devrait arriver en même temps, un peu comme ça l'a été du côté de ces Ryzen 5000 et Radeon 6000. Donc des promesses toujours plus grandes de la part d'AMD pour équiper nos machines gaming. On finira avec l'actu carte graphique qui est pas grand chose en actu carte graphique, à part qu'il n'y a pas de carte graphique disponible pour du gaming à des prix corrects. On aura quand même une petite communication officielle de Microsoft par rapport au FSR d'AMD. C'est des trucs plutôt intéressants, et on finira bien sûr avec les stocks, avec quelques modèles supplémentaires par rapport à la fin d'année, la fin de semaine dernière. Ça va être un petit programme tranquille. On va commencer avec les prix. Il y a un peu de douleur forcément en voyant les prix des cartes graphiques. Pas beaucoup de changements. De toute façon, très peu de disponibilité constante. En tout cas, il y a du restock de temps en temps, avec des stocks qui durent plus ou moins longtemps suivant les références, la marque, les références et le prix. Même si on a vu quand même que les cartes Nvidia étaient plus souvent absentes que les cartes AMD. Après, ça peut aussi s'expliquer par des prix qui sont quand même très élevés sur les cartes AMD disponibles. Du coup, on a forcément la 3080 Ti qui rentre dans le game des nouvelles références à des prix indécents et bien sûr pas disponibles. On a une carte qui a été annoncée à 1200 €, prix de la Founders Edition chez nous. En réalité, c'est plus vers les 1800. Visiblement là, la moins chère qui a été disponible, c'est 1839. On a vu aussi que certaines marques essaient de traficoter un petit peu en mettant des cartes à des prix très bas sans les rendre jamais disponibles. Donc facile d'annoncer une carte à un prix très bas si on ne la vend pas. Notamment Zotac avec sa 3080 Ti qui était au même prix que la Founders Edition.
ce qui n'est pas une première de la part de Zotac, mais voilà, ça risque de n'être jamais disponible à ce prix-là malheureusement. Autre vraie augmentation, à part ces 3080 qui sont en plus d'être très chers, très peu disponibles, et pourtant tout juste sorti, on a la 1650 qui est vraiment de l'entrée de gamme de cartes gaming, qui subit une augmentation pas si importante que ça, mais on parle du modèle le plus accessible, il faut noter ça, et on est sur quelque chose qui est bien au-delà du prix qu'on devrait les payer, donc elle passe de 235 à 250, ça fait quand même 15 € d'augmentation sur une toute petite carte graphique qui vous permettra de jouer à des jeux oui, mais oubliez les derniers gros titres très gourmands en performance et oubliez les hautes résolutions, le haut framerate, tout ça avec une 1650, ça va être compliqué. Si vous avez plus de moyens et que vous voulez absolument acheter une carte sans y mettre 1000 €, vous avez un autre choix qui est très cher aussi, la 2060 qui augmente encore un peu, qui est de temps en temps disponible effectivement. Ici le modèle moins cher passe à 590 €. Est-ce que je peux vous conseiller ces cartes là à ce prix là? Bien sûr que non. Si vous n'avez vraiment pas d'autre solution, bah allez-y malheureusement, mais ça fait très mal de voir une 2060 à ce prix là, alors que elles ont été bien moins chères dans leur histoire hein, quand même. Forcément compliqué. Et nous avons aussi la 3060 qui augmente. Donc la régalade hein, des cartes graphiques. 3060 qui passe d'une première version la moins chère à 420, on passe à 470 €. Donc voilà, hein, toujours un mauvais temps pour acheter les cartes graphiques. Ne nous faisons pas plus de mal que ça. C'est toujours plus cher et en plus, on le verra à la fin, très peu disponible. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous devez absolument mettre la main sur une carte graphique neuve par les circuits de vente traditionnels, vous la paierez cher dans tous les cas, que ça soit une dernière génération ou pas, et vous aurez du mal en plus à vous la procurer. Continue avec les processeurs et c'est moins triste du côté des processeurs, forcément, en même temps difficile d'être plus triste que le secteur des cartes graphiques à l'heure actuelle. On a tout de même pas spécialement des bonnes nouvelles côté Intel qui a plutôt des petites hausses, pas de baisse en tout cas cette semaine. Alors des hausses plus ou moins importantes, on a 1 € sur un i7 10e génération, ça on s'en fiche un peu. Par contre, on a une vraie hausse sur le i7 11e génération, donc dernière génération. i7 qui passe de 435 à 460, donc 25 € de hausse tout de même. C'est une hausse plutôt significative hein, quand même. Et on a aussi le i9 dernière génération, donc 11e, qui lui aussi subit une hausse, passant de 674 à 700. Donc là aussi, un peu plus de 25 € de hausse. Des petites hausses, voilà, pas forcément justifiées, mais j'imagine qu'ils s'arrangent bien comme ils veulent. Du côté d'AMD, par contre, c'est un peu plus sympa, parce que là, on a des baisses. On préfère les baisses que les hausses, forcément. Avec des baisses sur la dernière génération, et ça fait quand même bien plaisir. On a le Ryzen 5 dernière génération, le 5600X, qui passe de 330 à 312. Donc petite baisse sympathique pour ramener ce processeur qui est quand même très performant, qui est en général un peu cher, mais qui est quand même très performant. Et sinon, on a aussi une petite baisse, alors un peu moins significative forcément parce qu'on est sur un processeur bien plus cher. On est ici sur le Ryzen 9 5900X, le Ryzen 9 dernière génération avec 12 cœurs. Il passe de 600 à 584. Voilà, une petite baisse tranquillement. On est quand même sur des processeurs qui ont 12 cœurs. En termes de performance, c'est quand même assez impressionnant. On continue les prix avec de la RAM. La RAM, pas beaucoup de changements, à part un changement significatif, une hausse assez importante, supérieure à 10% sur un kit Corsair,
un kit Corsair de 2 x 8 Go à 3600 MHz. Voilà, à part ce kit qui passe de 85 à 95 euros, le reste c'est des petites variations d'1, 2, 3, 4 euros. Rien de bien méchant, on a juste ce kit là. Je ne sais pas pourquoi chez Corsair, sachant que Corsair a quand même pas mal de kits et les autres n'ont pas eu d'impact. Celui-là a une vraie hausse du coup de 10 euros. Donc si vous voulez uniquement ce kit là, peut-être attendez, il devrait redescendre logiquement. Mais pas trop de... Voilà, pas... on sait pas trop pourquoi celui-là a décidé d'avoir une vraie hausse. Pour le reste, c'est plutôt cool, c'est plutôt encore et toujours des bons prix sur la RAM et des tarifs plutôt stables. Pas vraiment de baisse non plus. On est encore un peu loin du DDR5, encore un peu. Mais quand le DDR5 sera en arrivée imminente, on risque d'avoir tranquillement des petites baisses sur des kits de RAM DDR4 pour avoir la transition classique entre deux générations de RAM. Des prix sympas, profitez-en. On finit les prix avec les SSD et là, comme pour la RAM, on est sur des prix plutôt stables, à part voilà, ce SSD Samsung de 1 Tera qui prend plus 10 euros. Le reste, c'est voilà, plus 1, plus 3, plus 5. Pas de baisse. Si on a des baisses de 1 et 2 euros, mais rien de très significatif, à part cette hausse sur un modèle qui est déjà un peu à des tarifs élevés. De toute façon, Samsung, ils sont pas trop dans le matériel très accessible, ils vont plutôt chercher les performances, en tout cas sur le stockage. Donc, toujours des prix sympas, toujours pas d'impact du Chia sur nos supports de stockage chez nous en Europe. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais je me dis que si ça se démocratise le Chia, c'est sûr qu'il y aura un impact, vu que comme dans tous les secteurs, on a une production limitée. On verra bien ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. Mais actuellement, les prix des SSD, c'est toujours cool. Vous pouvez toujours y aller avec plaisir et avoir des supports de stockage à des prix plutôt attractifs, contrairement à d'autres composants dont on a parlé juste avant. On continue avec une souris. Alors, je vous la présente. Déjà, il ne faut pas avoir de problème avec les souris qui ont des trous dans la coque. On est sur une souris ultra légère. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on est à moins de 60 grammes. Je ne sais plus si c'est 59 ou 56. Donc ultra léger. Forcément, on est sur une souris filaire, hein. Pour descendre à des tels poids, on est obligé de faire des compromis. Ici, on est sur le modèle Xtrfy MZ1. Ça ressemble à ce que fait déjà Xtrfy avec les M4 ou les M42. Donc comme moi j'ai. Voilà. Moi j'ai une M4 je crois. Sauf qu'on va un peu plus loin encore. Déjà toujours plus léger. Ensuite un design un peu plus plat. On est sur la mienne est par exemple un peu plus bombée. Ici là au milieu. Avec une forme du coup plus arrondie. Si on est un peu plus plat. On voit qu'on est même allé travailler les boutons de clic ici. Et on a un effet incurvé pour que vos doigts restent bien au milieu du bouton. Et sinon, on va chercher tout ce qu'on a besoin pour une souris compétitive. Là, on nous explique qu'on est allé chercher l'avis d'experts du jeu vidéo, notamment de joueurs de Fast FPS, pour aller élaborer une souris qui répond aux critères que demandent les joueurs les plus expérimentés et qui répond aussi aux attentes de tous les joueurs chevronnés. Donc, on est sur quelque chose d'assez simple en termes de design, hein. On n'a pas plein de boutons, on a seulement ces deux boutons-là. Mais on a tout adapté. On est ultra léger. Et là, pour le coup, ultra léger, hein, moins de 60 grammes sur une souris, c'est quand même assez incroyable. Si vous avez jamais essayé une souris légère, essayez un jour, vous verrez. C'est un peu surprenant au début, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est ultra agréable.
Et ici on est à voilà, 56 grammes, j'ai oublié le prix. Le prix c'est 60 € je crois. Je vais pas dire de bêtises, je vais regarder. Pardon, le prix 69 €. 69 € pour cette souris qui est honnêtement... Est-ce que je peux vous montrer les clics? On voit pas bien les clics. Là on voit un peu. Ah oui, mais là non. Hop, regardez l'arrondi sur les boutons. C'est assez incroyable. Ça a l'air ultra confort. Donc on est sur honnêtement du très très haut de gamme en termes de caractéristiques. En tout cas, on n'est pas sur un prix abusé, 70 € pour une souris qui coche toutes les cases et qui va même plus loin dans la case de la légèreté, même 56 grammes. Ce n'est pas pour tout le monde. Les gens qui veulent une souris plus classique, ils se sentiront peut-être un peu perdus. Les gens qui n'acceptent pas d'avoir des trous dans leur souris, bah passez votre chemin, c'est pas pour vous forcément. Sinon, pour le reste, on est très sobre. Et en vrai, c'est un peu ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir une souris sapin de Noël. Et il faut qu'elle soit réactive, adaptée. Et ce qui est très important avec les souris, c'est que ça convienne à votre main. Et ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, si vous voulez aller chercher un peu de perf, grappiller un peu ce que vous pouvez dans du fast FPS, si vous trouvez que votre souris ne répond pas assez bien, celle-là sera peut-être mieux pour vous à voir suivant l'utilisation de votre souris et ce que vous aimez avoir sous la main. En tout cas, très bonne marque suédoise, je crois. Très très bonne marque, très quali et toujours du très bon matériel. On continue avec du très bon matériel. Ici, on est dans du refroidissement passif et peut-être un peu plus si vous voulez. Avec cet énorme bloc, un peu à l'image d'un ventirad, mais sans les ventilateurs. Même si on nous informe qu'il y a un petit moyen d'ajouter un ventilateur voilà, qui irait pas trop vite, histoire de pas faire trop de bruit. Parce que quand on veut ce genre de solution, c'est quand même dans un souci de silence. Vu qu'on a un refroidissement passif qui ne nécessite pas de pièces en mouvement et donc pas de bruit incroyable. C'est Noctua qui nous présente ça, même si c'est pas totalement officiel, vu que ça nous vient de Newegg, qui nous informe sur le prix, mais sans nous donner quasiment aucune information technique. On nous dit que ce sera aux alentours de 100 $ pour cette solution de refroidissement. On voit qu'il y a eu un souci lors de l'élaboration de ce produit pour avoir la compatibilité avec la RAM, avoir le décalage pour ne pas gêner quoi que ce soit d'autre comme branchement au niveau de la carte mère. Faut voir ce que ça donne en termes de performance, mais on est chez Noctua, donc il y a peu de chances qu'on soit déçu en termes de performance, même si il faut tout de même dire c'est très bien, ça refroidit passivement, donc pas de bruit, tout ça. Si vous avez vraiment un gros processeur ou que vous le poussez, ce sera peut-être pas suffisant. Il faut quand même adapter ça à votre config. On n'a pas encore les informations en termes de dissipation de chaleur maximale, mais il faudra mieux ne pas dépasser ça si vous voulez pas que ça finisse en composants qui font. Bien sûr, attention aux solutions de refroidissement passive qui du coup ont des limites aussi. Pas pour rien qu'en général on ajoute des ventilateurs, mais voilà, ces derniers temps, on a quand même vu une tendance avec des solutions comme ça, ou des solutions à base de boîtier, où on arrivait à mettre dans le boîtier tout un radiateur qui répartissait et dissipait la chaleur. C'est intéressant sur le papier, il faut voir en termes de performance et en termes d'utilisation réelle. Encore une fois, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel est votre ordinateur. S'il est dans une pièce où il fait déjà très chaud, ça peut être plus compliqué. Il faut prendre tout ça en compte. Et le mieux, c'est d'essayer. Tout de même, même si souvent c'est compliqué, je suis d'accord. Mais le mieux, ça reste d'essayer pour voir. En termes de bruit, c'est une solution imbattable. On attend avec impatience d'avoir toutes les informations, notamment la dissipation maximale de ce produit.
On continue avec l'affaire Alienware. Alors, je vais commencer par un disclaimer qui dit attention, on n'a toujours pas toutes les informations et on ne connaît pas la vérité à l'heure actuelle. En tout cas, pas toute la vérité. Mais on va reprendre ce qu'on sait, ce qui a été trouvé par des gens et ce qui soulève des questions à l'heure actuelle sur des portables, des PC portables Alienware, plus précisément des M15 R5, M15 pour la taille, R5 pour, je sais pas, peut-être la version. Visuellement, ça ressemble à ça. On est quand même sur des ordinateurs gaming de chez Alienware, qui est la marque gaming de Dell. Et on va parler des PC qui sont équipés d'une 3070. Il s'avère que certains possesseurs de ces machines se sont rendus compte que dans les informations techniques sur leur carte graphique, il y avait un chiffre qui était un peu étrange au niveau des unités de calcul, avec seulement 4600 unités à la place des 5100 et des poussières, 5120 qu'on est censé retrouver. Ce qui est quand même très étrange quand on va voir les informations techniques données par Nvidia qui sont censées faire foi. On regarde bien et sur toutes les 3070 mobiles, on retrouve bien les 5120 cœurs de calcul, donc les Q d'accord pour Nvidia. Et les différences entre ces différentes versions de la même référence d'une carte mobile, elle est sur la chaleur émise, donc la consommation aussi, et la fréquence de base et turbo des cartes. En général, c'est là-dessus qu'on va jouer pour plus ou moins brider ou débloquer la carte, ce qui du coup induit forcément une consommation et une émission de chaleur différentes. Plus on va chercher des hautes fréquences, plus on consomme d'énergie, donc plus on émet de chaleur. Et tous les PC portables ne sont pas conçus avec les mêmes solutions de refroidissement. Donc les limites ne sont pas les mêmes et suivant la solution de refroidissement utilisée, on peut plus ou moins booster ou brider les cartes, histoire que votre PC portable ne se transforme pas en plancha, ce qui est mieux pour vos doigts. Du coup, grosse question à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, dans ces fameux Alienware, on a des cartes qui ont moins de cœurs que le nombre de cœurs spécifié par Nvidia sur ces produits? Comment c'est-il que c'est possible tout ça? Il s'avère que, bon, certains ont pu se poser la question, est-ce qu'ils ont des puces différentes? Non, c'est peu probable tout de même. On est sur des trucs produits quand même en masse, donc compliqué de faire des puces qui ont 10% de cœurs de calcul en moins seulement pour cette référence de PC portable Alienware. C'était quand même assez peu probable. Mais on est dans le monde de l'informatique où on peut très bien désactiver logiciellement, brider logiciellement du matériel et donc désactiver dans le logiciel des cœurs. Et c'est ce qui semblerait être la vérité de cette histoire, vu que dans la suite, certains connaissaient sur internet les bidouilleurs, dans l'informatique encore plus les bidouilleurs, certains se sont dit mais c'est quand même bizarre cette histoire, c'est pas possible qu'ils aient des puces différentes. Du coup, petite bidouille au niveau des drivers, tout ça, ils sont passés sur une autre version de driver qui prend en charge les mêmes références de cartes. Et là, par miracle, on retrouve tous les cœurs de la carte, bien sûr. Donc, maintenant se posent deux questions. Est-ce qu'on est sur un véritable bridage, donc volontaire de la part de Dell pour justement rendre plus basse l'émission de chaleur et du coup ne pas rentrer dans les limites de sa solution de refroidissement? Est-ce qu'on est dans un bug d'affichage seulement et du coup en réalité en termes de performance on utilise bien les 5120 cœurs et pas 4600? Ou est-ce qu'on est dans un bridage involontaire, c'est-à-dire un bug des drivers qui font qu'ils ont désactivé 10% des cœurs de calcul? On ne sait pas trop. Et en plus,
voilà, quand quelqu'un demande, ici on est sur la célèbre plateforme Twitter, quand quelqu'un demande des réponses auprès d'Dell, je pense qu'on est sur l'ECM qui n'a pas forcément toutes les notions et qui voilà, donne une réponse un peu préfabriquée qu'on lui a fournie. Mais il explique que voilà, les OEM, donc les fabricants de PC, peuvent brider à leur souhait les puces données par Nvidia. Et derrière, s'ils veulent désactiver des cœurs pour que ça soit ça soit plus stable en termes de température ou de consommation, euh, ils en ont, ils en ont le droit. Alors, oui, effectivement, ils en ont le droit, même si en réalité, voilà, on ne fait pas trop ça, parce que ça veut quand même dire, c'est comme si vous achetiez, on en parlait juste avant, le processeur AMD Ryzen 9 5900X qui a 12 cœurs, et que vous disiez, ah bah j'ai pas une solution de refroidissement suffisante, donc du coup je vais désactiver 4 cœurs, me retrouver avec un processeur qui a seulement 8 cœurs que je peux refroidir tranquillement. Et du coup vous avez acheté un processeur à 600 euros pour en utiliser que les 2 tiers. Non, en général on ne fait pas ça. Si on veut baisser, on prend une carte graphique d'une référence en dessous, c'est-à-dire une 3060. Là, ça semble quand même assez étrange cette histoire, et on a toujours la possibilité de jouer avec les fréquences pour plus ou moins brider ou débrider une carte. Ça semble un peu étrange, on attend toujours euh, les vraies infos de Dell qui a tout de même annoncé qu'une mise à jour sortirait pour débloquer tout ça. Donc dans tous les cas, si c'était volontaire à la base, et bah ils se sont fait avoir parce que ils l'ont pas mentionné, tout le monde a râlé, maintenant ils sont obligés de faire une mise à jour pour débrider le truc. Si c'est qu'une erreur, et bah c'est qu'une erreur. Il faut quand même souligner que la communauté a dû se faire entendre auprès du fabricant pour avoir déjà des réponses, déjà, avant d'avoir ce genre de réponse qui est, voilà, sans doute un peu maladroite comme réponse, mais hein, les CM, ils font leur boulot, hein, ils peuvent pas avoir toutes les compétences sur tous les domaines non plus. C'est un peu compliqué tout de même parce que imaginons que personne ne le remarque et voilà, hein, tout le monde garde c- cette, ce bridage, cette baisse de 10% de performance au niveau des cœurs de calcul parce que 10% de cœurs en moins. Euh, on est, et on peut traîner ça pendant des années si personne s'y intéresse. Alors encore une fois, on ne sait pas et on ne saura sans doute jamais la réalité de la chose. Ça semble quand même assez étrange de la part de Dell de brider le nombre de cœurs. Encore une fois, dans ces cas-là, autant mettre une 3060 et ne pas brider le nombre de cœurs et elle consommera et émettra moins de chaleur et, euh, et tout le monde sera content. Il faut en plus souligner que là, on parle de PC portables plutôt haut de gamme, très haut de gamme, voire ultra premium, qui valent en général très cher. Je suis pas allé me renseigner sur les prix des M15 R5, mais, euh, mais on sera sur des prix plutôt élevés à l'achat, en tout cas à l'état neuf. On est aussi en général sur des configs plutôt premium, hein. Ici, une 3070 est quand même plutôt propre. Mais voilà, il y a des problèmes dans cette histoire. Encore une fois, j'ai pas toutes les réponses et j'ai pas réussi à trouver toutes les réponses, donc j'imagine que personne les a. Ça bloque forcément un peu du côté d'elle qui voilà, n'est pas totalement transparent dans sa communication ici, malheureusement. Ce n'est peut-être qu'une erreur dans ces cas. J'espère que ce sera exprimé de la part de Dell et qu'ils s'excuseront. Et les erreurs, ça peut arriver. Juste, juste voilà, le flou, le doute et le fait que ce soit un peu laissé dans le doute par Dell ici sur du matériel très haut de gamme, c'est toujours un peu embêtant. On continue avec AMD qui fait l'annonce, en tout cas presque, parce que c'est pas eux qui font directement l'annonce, mais c'est une personne qui a déjà lâché plusieurs fois des annonces avant qu'elles soient faites d'AMD, donc ça a l'air d'être à peu près sûr et en vrai tout le monde s'y attend. En tout cas l'arrivée
de la future génération de processeurs assez, assez proche. Normalement, fin d'année, début d'année prochaine. Ici, on nous annonce l'année prochaine avec une sortie conjointe entre les Ryzen 7000, donc prochaine génération, et les RX 7000, qui serait du coup la prochaine génération de cartes graphiques AMD, avec du coup beaucoup de promesses. Du coup, là, on nous dit fin 2022. Ok, on verra. Pour les dates, ça a encore le temps de changer. Mais promesse du 5 nanomètres. Alors, j'imagine qu'ils feront une version avec du 6 nanomètres, en tout cas sur les processeurs d'ici là. Sinon, ça ferait longtemps sans nouvelle itération de leur processeur. Et du coup, on attend le tout en 5 nanomètres. 5 nanomètres qui a déjà été utilisé par d'autres, notamment Apple et sa puce M1. TSMC qui maîtrise déjà le process et va effectuer une montée en puissance de la production dans les temps à venir et qui travaille déjà d'ailleurs sur toujours plus fin. Donc oui, il va falloir. AMD qui doit être en ce moment quand même bien motivé par ses résultats et notamment son grappillage de parts de marché, on l'a vu notamment sous Steam. Il faut encore convaincre du côté carte graphique. Du côté processeur, on commence à être vraiment dans des beaux jours, dans une renommée et ils ont déjà réussi à convaincre pas mal de gens. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué, hein. Il faut savoir que les gens sont quand même en général assez habitués. Et tant qu'on est habitué à des choses qui marchent bien, dont on a l'habitude dessus, on a tendance à retourner vers les mêmes marques. Tant qu'on n'a pas eu de mauvaises expériences et qu'on est satisfait du produit, on a tendance à retourner vers les mêmes marques. Mais ils ont réussi à convaincre. Côté processeur, ça c'est sûr. Côté carte graphique, ça dépend. Un peu moins tout de même, on est quand même moins au taquet. Le manque d'équivalent DLSS est un vrai problème à l'heure actuelle, notamment pour montrer ce qu'ils sont capables de faire en très haut de gamme. Ils sont encore limités par ce manque de puissance, qui n'est pas vraiment un manque de puissance, parce qu'en termes de puissance on est bien, mais un manque de solutions d'assistance pour réduire justement cette demande en puissance. Donc comme a fait Nvidia avec le DLSS, on attend du coup le FSR qui est cette technologie qui est dans la même idée que le DLSS, c'est-à-dire alléger le processus pour votre machine pour afficher tout de même des hautes résolutions et du ray tracing, ce genre de trucs, des choses qui demandent énormément de performance et qui sont toujours compliquées à faire même avec du matériel dernière génération haut de gamme. On en aura plus sous la dent le 22, hein, forcément. Mais visiblement, on a encore du temps avant ces Ryzen 7000 et les RX 7000, les Radeon RX 7000. On nous annonce fin 2022. Il faut absolument avoir un refresh, donc je sais pas, peut-être des Ryzen 6000 d'ici là. Mais on peut pas être tout ce temps sans avoir une nouvelle génération de processeurs. Surtout que de l'autre côté, Intel qui est un peu en perte de vitesse, qui est encore devant mais un peu en perte de vitesse, eux ils veulent frapper fort pour la fin d'année, en tout cas c'est ce qui s'annonce pour l'instant. Il peut toujours y avoir du retard d'ici là, mais pour l'instant ils ont l'air de vouloir frapper fort pour la fin d'année, voire peut-être début d'année prochaine. On attend encore les cartes graphiques du côté d'Intel, ça aussi il y a un coup à jouer, et forcément la 12e génération avec l'architecture Big Little, les cœurs dédiés, tout ça. Ça fait très envie et on en attend beaucoup. Et aussi, passage au 10 nanomètres aussi. On passe au FSR d'ailleurs et Microsoft qui a sauté sur l'occasion pour dire nous on en est. La solution de super sampling d'AMD, qui est ici le Fidelity FX Super Resolution, qui
voilà, est lancé dans un souci de compatibilité quasi infinie, avec bien sûr, dans un premier temps, cette démonstration sur les cartes AMD qui vont être bien sûr le premier matériel à en bénéficier directement, parce que ça a été dans un premier temps développé pour. La petite démonstration aussi sur la GTX 1060 pour dire, vous voyez, ça marche même sur la concurrence, même si dans un second temps, voilà, AMD s'est exprimé en disant que oui, ça marche sur les cartes Nvidia non RTX, mais si Nvidia veut faire bénéficier ses utilisateurs euh, de cette technologie, c'est à eux de développer la solution pour. Donc à vous de jouer. Et en vrai, forcément, moi ça m'embête un peu vu que j'ai une carte Nvidia non RTX et que j'aurais bien aimé avoir ce FSR le plus rapidement possible, mais c'est pas vraiment étonnant et c'est quand même un peu le jeu, hein, c'est leur solution. Déjà la rendre ouvert à tous, c'est pas mal, ils vont pas tout de même faire tout le boulot, faut pas déconner. Et là, on a bien sûr Microsoft pour sa Xbox, donc Series S et Series X, qui a dit nous aussi on va taffer à fond dessus pour l'incorporer à notre dernière génération de consoles. Ils ont bien sûr tout intérêt de le faire. Les consoles qui sont quand même proches de ce que peut être la config d'un PC à l'heure actuelle, mais dont le principal problème c'est d'avoir un matériel qui ne change pas ou très peu. On a parfois des petits refresh avec des versions un peu plus du genre les versions Pro et comment elle s'appelle la Xbox celle d'avant, je sais plus, enfin en tout cas il y avait aussi une version un peu boostée. Ici le FSR permettrait d'avoir un upgrade soit en plus avec un choix, soit de qualité, soit un upgrade de framerate sur votre jeu sans avoir à toucher le matériel, juste avec une solution logicielle, ce qui apporterait beaucoup. On attend encore l'annonce de Sony pour dire nous aussi on veut et nous aussi on va faire pour avoir une compatibilité sur la PS5. Ce serait quand même dommage de la part de Sony de ne pas prendre ce train-là qui peut être que bénéfique, que ce soit déjà en termes de communication pour dire, vous voyez, on travaille toujours pour vous apporter une expérience de jeu toujours meilleure sur ces nouvelles consoles, mais aussi juste d'un point de vue perf, hein, ça permet d'avoir un meilleur, par exemple, un ray tracing encore plus beau et sans sacrifier votre framerate. C'est potentiellement que du bonheur cette solution. Il faut encore voir comment ça marche en réalité et les résultats de ces premières versions, parce que là on va avoir une sortie le 22 juin, mais il va falloir du temps pour affiner la solution. C'est comme à chaque fois. Normalement, aux alentours de la version 2, on commence à avoir des solutions plutôt solides. Ça a été le cas pour le DLSS, hein. Le DLSS première itération, le 1.0, n'était pas totalement convaincant. On voyait l'idée, mais il y avait toujours des manques. Aujourd'hui, on est sur une solution qui marche très très bien avec le 2.0. On espère que le FSR arrivera à convaincre et sera au niveau en termes de performance. Forcément, en termes de performance, on se dit que c'est compliqué d'être équivalent au DLSS qui, lui, s'appuie sur du matériel dédié et est optimisé pour du matériel dédié. Donc forcément, il y a des chances qu'on n'aille pas aussi loin. On finit avec les cartes graphiques et sachez deux choses. Il y a eu deux modèles intéressants qui ont été disponibles, qui ne le sont plus, qui ont été disponibles pendant le week-end. D'abord une 3070, alors intéressant en termes de référence, pas de prix, hein, c'est jamais intéressant en termes de prix en ce moment les cartes graphiques. On a une carte qui a 1130 € pour une carte 3070 Aorus. On est sur les grands formats, hein, bien sûr, 3 ventilateurs, tout ça. Donc très cher forcément. On rappelle, la 3070 Founders Edition, 519 €. Il n'y en a pas eu beaucoup des vendus à ce prix-là, mais il y en a eu. 1130 €, c'est bien trop cher, mais au moins ça a été disponible. Et il faut dire que les cartes Nvidia, on les voit quand même assez peu disponibles, surtout les dernières générations, même si elles sont à des prix très très élevés. Ici, cette carte qui est à un prix du coup très très élevé, c'est vendu dans le week-end. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas, elles se sont vendues.
À noter aussi qu'on a eu une 3080 Ti custom qui a été disponible. Pareil, qui ne l'est plus. Tarif aussi très élevé, on est à 2300 euros. La Founders Edition de la 3080 Ti, c'est 1200. Là aussi, on n'est pas loin du x2 en termes de prix, toujours très élevé. Mais ça montre bien qu'il y en a eu quand même quelques-unes de disponibles. Moi qui ai regardé au moment de la sortie pile poil, que ce soit des Founders Edition ou des Custom, j'en ai vu 0 disponible. Visiblement, il y en a eu quand même quelques-unes. Comme d'hab, ça n'a pas tenu longtemps et le prix est très très élevé. Mais il y en a eu tout de même pour les gens qui voulaient absolument mettre la main dessus. Peu importe le prix, peut-être qu'ils ont réussi. On finit avec le stock là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle. Et on a une seule carte Nvidia de disponible. C'est la 2060 de GB qui a un prix très élevé de 600 euros. Mais c'est la seule disponible, la seule carte Nvidia. C'est même pas une dernière génération. Mais elle a au moins le mérite d'être présente. Sinon, côté AMD, on a des petites nouvelles. On en a aussi qui ont disparu, notamment la ASRock à 950. La ASRock la plus abordable qui a disparu, donc elle a été vendue visiblement, la 6700 XT. Du coup, on a la Aorus Elite qui prend sa place, un peu plus cher, 980. La 6700 XT qui est un prix public conseillé de 479, un prix de sortie 479. Ici on est à 980. Sinon on a aussi la Asus 6700 XT toujours à 990. Celle-là aussi elle est nouvelle. Ensuite on a nos classiques, on les connaît très bien. Celle-là, les ASRock 6700 XT, les deux. C'est à peu près la même chose, celle-là a un design un peu différent, un peu de RGB, on est à 1180 et 1240, très élevé bien sûr. Oh, une 3080 qui n'était, deux 3080 qui n'étaient pas là tout à l'heure, incroyable, elles sont nouvelles, en tout cas elles viennent d'arriver, elles risquent de pas être disponibles longtemps, mais deux 3080, grosse surprise ici, à des prix plutôt élevés hein, bien sûr. Ici la Gigabyte Eagle OC à 1330. Sinon, si vous voulez mettre un peu plus cher, d'ailleurs elle est pas tellement plus chère, 1350 pour cette 3080 Waterforce. Donc, comme vous voyez, il faut l'intégrer à un circuit de refroidissement liquide. Pas dédié à tout le monde, mais intéressant pour les gens qui ont déjà le circuit de refroidissement liquide ou déjà une carte refroidie par liquide. Donc 1230 et 1330 et 1350 pour ces 3080 de chez Gigabyte. Après on a une 6800 XT de chez Aorus à 1500, incroyable, toujours des grands formats. Et après on finit avec les 6900 XT, toujours le modèle le plus présent avec des prix... Voilà, depuis qu'on a pu la Saphir à 1800, on commence à 1990 euros avec cette Asus 6900 XT. On a pour plus cher la Aorus à 2200. Pour encore plus cher, on a soit la MSI, soit la Saphir. À noter que la Saphir est un refroidissement hybride avec un ventilateur et une partie refroidie par liquide, ainsi qu'un radiateur et 3 ventilateurs sur ce radiateur. Et si vous voulez avoir une carte qui coûte plus cher parce que vous voulez avoir une carte qui coûte plus cher, vous avez celle-là qui est comme celle-là, ou presque. Peut-être qu'elle a une fréquence max un peu plus haute, peut-être, c'est même pas sûr. En tout cas, elle est extrême édition et elle coûte 50 euros de plus parce qu'elle est extrême édition. Si ça, c'est pas important, c'est très important, c'est faux. Voilà, donc bonne nouvelle quand même des 3080, deux 3080 de chez Gigabyte disponibles à 1330 et 1350. 350, elle sera watercoolée, il faut quand même le circuit hein, pour qu'elle soit bien refroidie. Mais ça fait plaisir d'en voir, ça faisait longtemps, même si elles sont très chères, ça me fait quand même plaisir. Voilà qui conclut notre premier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit programme qui était
plutôt léger, on a pu prendre notre temps, y aller en douceur, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours, c'est ce qui m'aide à progresser. N'hésitez pas, hein, en plus si c'est fait avec bienveillance, c'est encore mieux, mais toutes les améliorations et tous les toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre. Voilà, et on se retrouvera demain pour la suite de l'actu avec forcément le débrief de la conférence d'Apple de ce soir qui a lieu à 19 h, la conférence WWDC 21, avec normalement l'annonce d'iOS 15 et peut-être d'autres petits trucs. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il y aurait une conférence par rapport à l'audio ce soir après la conférence WWDC. Je ne sais pas, on verra ça demain. S'il y a eu des grosses annonces, je vous ferai un petit débrief avec les informations pertinentes, même si en général, c'est quand même normalement une conférence plus axée développeur avec du soft, de l'accès au bêta, des prochaines mises à jour, ce genre de trucs. On verra ça demain, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé.